Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les routes de la soie ne mènent pas où l'on croit. Yida Yilu. Yide Yilu. Claude Albagli. Président de l'Institut CEDIMES. Membre de l'Académie des sciences de Roumanie. Collection Mouvements économiques et sociaux. Dirigé par Claude Albagli. Président de l'Institut CEDIMES. L'Harmattan et l'Institut CEDIMES présentent la collection Mouvements économiques et sociaux pour proposer des analyses de phénomènes économiques, sociaux et culturels faisant émerger des contributions originales sur les mutations de la mondialisation pour les entreprises, les territoires et les processus de développement. Albagli Claude. Les routes de la soie ne mènent pas où on croit. Préface de Jean-Pierre Raffarin et avant-propos du professeur Giannessu, Col. MES L'Harmattan, 2020. NEGREPONTIDELIVANIS Maria. La fin de la domination économique de l'Occident et l'invasion orientale, traduit du grec par Caroline Luigi, Col. MES L'Harmattan, 2020. HATCHEU Émile Chaves. Entre Brasilia et la Silicon Valley, l'Afrique en quête de modèles de développement urbain, Col. MES L'Harmattan, 2020. Lafay Gérard sous la direction, Grèce et Euro, quel avenir? Col. MES L'Harmattan 2015. Ben Abdelkader Fahmy et la baronne Daniel. Les institutions de gouvernance dans les pays arabes, confiance et développement, préface du professeur Claude Ménard, Col. MES L'Harmattan 2015. NEGREPONTIDELIVANIS Maria. L'assassinat économique de la Grèce et le dernier recours, la drachme, traduit du grec par Caroline Luigi, Col. MES L'Harmattan 2014. TSAFACKNANFOSS Roger, sous la direction. Bilan d'une réflexion de 4 décennies et enjeux du futur, Col. MES L'Harmattan 2014. ZHANGFERNANDEZ Rong, précis de civilisation chinoise, Col. MES L'Harmattan 2014. KOULAKOUMOUNA Étienne. Réglementation et performance, l'enseignement supérieur au Congo, Col. Mais L'Harmattan 2013. LEVYTADJINE Thierry et SUJAN sous la direction. Entrepreneuriat, PME durable et réseaux sociaux, mélange en l'honneur du professeur Robert Paturel, MES L'Harmattan 2013. Paturel Robert sous la direction. Projet et entrepreneuriat dans des pays émergents, Col. MES L'Harmattan 2013. SUJAN, modèle de développement des pays émergents, caractéristiques, portées et défis, Col. MES L'Harmattan 2012. KIYINDOU Alain sous la direction. Culture, technologie et mondialisation, Col. MES L'Harmattan 2010. Trémont-Pierre, le développement au péril de la finance, essai, Col. MES L'Harmattan 2010. Gassivon sous la direction, vers une francophonie entrepreneuriale, Col. MES L'Harmattan 2009. Albagli Claude, les 7 scénarios du Nouveau Monde, préface du sénateur Jean-François Legrand, Col. MES L'Harmattan 2009. TSAFACKNANFOSS Orogea, sous la direction. L'économie solidaire dans les pays en développement, Col. MES L'Harmattan 2008. Trémont-Pierre, Jean-Charles Borda, 1733-1799, Col. MES L'Harmattan 2007. Paturel Robert sous la direction. Dynamique entrepreneuriale et développement économique, Col. MES L'Harmattan 2007. Gerne Jean-Pierre sous la direction. Les sciences sociales confrontées aux défis du développement, Col. MES L'Harmattan 2006. Austruy Jacques, Islam face au développement, Col. MES L'Harmattan 2006. Schmitt Christophe sous la direction. Université et entrepreneuriat des relations en quête de sens, Col. MES L'Harmattan 2006. GURRAOU Idriss et Richer Xavier, sous la direction. Intelligence économique et veille stratégique, défis et stratégies pour les économies émergentes, coédition Arcy, Col. MES L'Harmattan 2006.
COURTHEOUX Jean-Paul, la socio-euphémie, expression, modalité, incidence, AELF, Col. MES L'Harmattan 2005. Duprier Pierre sous la direction, Entreprise roumaine en transition, études de culture organisationnelle, Col. MES L'Harmattan 2005. Huchet Jean-François et Richer Xavier, coordonnateurs, Gouvernance, coopération et stratégie des firmes chinoises, Col. MES L'Harmattan 2005. Tremblay Rodrigue, l'Amérique impériale, Col. MES L'Harmattan 2004. Kim Yersou et ALBAGLI Claude, coordonnateurs, Corée du Sud, le modèle et la crise, Commission nationale coréenne UNESCO, Col. MES L'Harmattan 2004. ALBAGLI Claude, coordonnateur, Alter Développement et Développements altérés, hommage à Jacques Austruy, L'Harmattan, Col. MES 2003. MAYOUKOU Célestin, ALBAGLI Claude, TORQEBIAU Emmanuel et Tuilier Jean-Pierre, coordonnateurs, Gouvernance du développement local, CIRAD, L'Harmattan, Col. MES 2003. RAJEMISON Saundra Vololona et ALBAGLI Claude, sous la direction, Mutation contemporaine et développement, préface du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Jean-Théodore RANJIVASON, L'Harmattan, Col. MES 2003. Ruby Marcel, sous la direction, Une mondialisation humaniste, préface du ministre délégué de la Coopération et de la Francophonie, Pierre-André Wiltzer, L'Harmattan, Col. MES 2003. DELIVANISNEGREPONTI Maria, La mondialisation conspiratrice, L'Harmattan, Col. MES 2002. ALBAGLI Claude, Le surplus agricole de la puissance à la jouissance, L'Harmattan, Col. MES 2001. Avertissement. Cet ouvrage est le fruit d'une rencontre lors d'un colloque organisé à l'Université Laval, Québec, à l'initiative du professeur Jan Su, portant sur divers aspects des routes de la soie. L'idée s'imposa de collecter les projets épars à travers le monde, pour inventorier ce foisonnement et comprendre sa portée. L'avant-propos proposé y a donc toute sa légitimité. Jean-Pierre Raffarin a accepté d'en rédiger la préface. Son expertise sur la Chine et sa notoriété auprès de l'intelligentsia chinoise replacent cette analyse dans un champ plus vaste. L'approche que nous proposons est enracinée dans 30 années de fréquentation régulière qui totalisent, en 45 voyages, quelques 3 années et demie de séjour. Ce fut l'occasion de parcourir la Chine dans les endroits les plus emblématiques et les plus classiques, mais aussi d'engager de fabuleux voyages par les pistes montagneuses du Yunnan jusqu'à Lhasa, ou de descendre tout le fleuve Yangtze de Chengdu à Shanghai, en relisant Lucien Baudard contant son expérience inversée pour rejoindre son poste consulaire. Ma dette d'écoute méthodologique est due à ma période subsaharienne, durant 15 années en poste universitaire, durant laquelle des Africains m'ont appris à observer depuis le fond des forêts tropicales avec les pygmées jusqu'au cœur des contrées sahéliennes avec les nomades peuls. Mes dettes intellectuelles sont dues d'une part à Jacques Austruy, fondateur du CEDIMES en 1972, devenu un réseau académique francophone international que j'ai l'honneur de présider, et d'autre part à Maurice Allais, prix Nobel d'économie. Le premier, par le foisonnement d'idées, la pertinence de la formulation, le biais toujours singulier de changer l'angle d'observation, le second par une rigueur analytique sans faille, assortie de l'art de décomposer et synthétiser une pensée. Ils ont été des adjuvants indispensables pour accompagner mes pérégrinations planétaires à travers plus de 80 pays. Bien que corsetée par ces parrainages, la formulation et les idées exposées ici restent pleinement de ma responsabilité. On ne saurait achever cette présentation sans remercier ceux et celles qui m'ont aidé par des débats stimulants et des relectures attentives. 2 personnes tiennent une place particulière dans l'approfondissement de ma connaissance de la Chine. D'abord Madame Che Yuan qui m'a fait regarder la dynamique par son action entrepreneuriale et Madame Wu Jun qui m'a souvent assisté. Enfin je ne pourrais passer sous silence la patience de mon épouse et son soutien dans ces longues périodes de concentration qui m'ont porté souvent au sud des nuages, comme il est dit pour le Yunnan. PREFACE. Jean-Pierre Raffarin. Ancien Premier ministre.
L'ouvrage de Claude Albaly est une somme de connaissances et de jugements qui permet de se faire une idée précise des évolutions de la Chine depuis des siècles, et de façon plus détaillée, de ces 70 dernières années. L'initiative des routes de la soie est au centre de ses réflexions. Il entend en clarifier les enjeux, et se garde de la myopie qui affecte souvent les observateurs qui assistent à l'émergence de la Chine en méconnaissent la portée et le caractère durable. Des illusions se dissipent aujourd'hui sur des évolutions qui, contrairement aux attentes, ne sont pas celles d'un chemin qui seront tout tracés, celui de l'Ouest, mais revêtent une direction différente, avec un caractère propre à la Chine, à son histoire, à sa culture, à ses ambitions. La Chine est une terre de contraste, du yin et du yang, rupture intellectuelle avec la dialectique marxiste dans un pays où le marxisme est pourtant revendiqué, où la pensée ne suit pas le cours cartésien des choses. Pour Pékin, la démocratie et le marché, sous leur forme classique, ne représentent pas la fin de l'histoire ni un point d'arrivée obligé. D'autres valeurs, d'autres instruments de gestion de l'économie, de la société ont cours. C'est certainement regrettable vu de l'Occident, mais il est largement illusoire de s'attendre à ce que Pékin obtempère aux injonctions de rejet de ces pratiques. Dans les négociations commerciales avec la Chine, le président Trump ne peut que le constater. Claude Albaly décrit avec une précision toute universitaire un projet méthodique, qui se veut global, universel et qui dépasse de loin les illustrations simplifications du phénomène que l'on peut en faire ou les menaces d'hégémonie souvent mises en avant. Face à cette entreprise tentaculaire, réticulée selon l'auteur, qui touche l'ensemble de la planète et tous les secteurs, y compris les systèmes politiques et de valeurs, comment devons-nous réagir ? Face à cette force qui va, réprouver les comportements autoritaires ou intrusifs, et dénoncer une rivalité systémique avec l'Occident ne peuvent suffire. Il faut aller plus loin, bien sûr, dans la défense de nos valeurs et de nos intérêts, mais faire aussi dans l'acceptation que le monde ne peut se réduire au seul modèle occidental, que les différences ne sont pas illégitimes en soi. La Chine commence à se rendre compte que les routes de la soie sont aussi des chemins semés d'embûches, et que l'expérience des autres peut lui être bénéfique. Les difficultés de réalisation de projets, d'incompréhension avec les interlocuteurs africains ou asiatiques relevées par Claude Albaly en témoignent. Elles sont une invitation de la part et d'autre à nouer un dialogue, plus ouvert, plus substantiel, plus construit que celui mené actuellement. L'Europe est probablement la plus exposée aux conséquences de la route de la soie, dans son identité et dans ses relations avec le monde, mais elle est aussi, par son histoire, par son absence d'esprit de domination territoriale, par sa diversité même, la mieux à même de lancer ce dialogue et de le conduire. Il faut pour cela qu'à une vision chinoise réponde une vision européenne, que les principaux acteurs concernés, publics et privés, s'impliquent avec conviction et lucidité, dans cette approche qui se doit être ambitieuse et pragmatique. Les routes de la soie ne mènent pas où l'on croit, démontrent la nécessité d'une telle initiative sans en dissimuler les difficultés. C'est à la réflexion fondée sur la connaissance et la science mais tournée vers l'action que nous convie Claude Albaly. Qu'il en soit remercié. Avant-propos. Professeur Jan S.U. Université Laval, Québec, Canada. Les routes de la soie ne mènent pas où l'on croit. Ce livre de Claude Albaly est publié à un très bon moment. En effet, depuis le lancement du Belt and Road Initiative (BRI) par la Chine en 2013, ce plan d'investissement en infrastructures de taille inédite depuis l'après-guerre a suscité de vives réactions dans le monde. De l'admiration, des acclamations, mais aussi beaucoup d'interrogations ou d'inquiétudes, voire des contestations. Sous l'ombre de la controverse, les très nombreux qualificatifs associés au BRI sont à cet égard bien illustratifs. Ils vont de pivot des relations commerciales contemporaines, moteur d'une nouvelle mondialisation, solution chinoise aux problèmes mondiaux, à plan de vanité, grande erreur, et fiasco politico-financier, en passant par plan Marshall chinois, stratégie géopolitique chinoise et programme sino-centré. Dans les pays occidentaux notamment, plusieurs parlent ouvertement de la menace du BRI sur la gouvernance mondiale et de ses corollaires, à savoir l'exportation du modèle chinois, le piège de la dette, la corruption, etc. Incontestablement, l'ampleur, la complexité et aussi la singularité de ce projet favorisent la confusion et la polémique. Traité de libre-échange, programme d'investissement,
plateformes de coopération ou encore organisations multilatérales donnent ainsi corps à une stratégie dont la taille et la flexibilité décontenancent de nombreux acteurs dans le monde. Le désarçonnement est d'autant plus grand que le BRI semble mettre un terme à la vision occidentale hegelienne en vigueur depuis la fin de la guerre froide. Soit, une modernité occidentale, démocratie et économie de marché, qui constitue une finalité historique vers laquelle tout développement économique doit mener selon une loi quasi naturelle de l'histoire. Cependant, la démocratisation de la Chine à travers son absorption des mécanismes de marché, pourtant tant attendue par l'Occident, semble plus que jamais faire office de mythe, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012. Alors que la Chine se distancie du modèle occidental, elle se projette stratégiquement dans le monde, à travers le BRI, offrant ainsi à des pays en développement une voie alternative au modèle occidental. L'enjeu que représente le BRI est ainsi de taille colossale. Pour la première fois depuis un demi-millénaire, ce n'est pas un pays d'Occident qui conduit ce nouvel élan planétaire, l'a indiqué Claude Al-Bali dans son livre. Fort de ses riches expériences dans le domaine du développement et de ses connaissances approfondies de la Chine, Claude Al-Bali a apporté, dans son livre, un éclairage bien enrichissant sur le BRI, et plus généralement sur la voie de développement de la Chine, et ce, avec un troisième œil, un œil sans partisanerie. L'objet n'est pas de prédire mais d'inventorier. Ce livre consiste essentiellement à discerner les ressorts de cette dynamique chinoise et à identifier les éléments clés de sa mise-œuvre, sans vouloir entrer dans un exercice de la spéculation ou de l'extrapolation sur ce projet qui est encore en plein cœur de sa structuration. Le livre de Claude Al-Bali se décline en deux grandes parties étroitement interreliées, à savoir les fondements d'une cohérence et les enjeux d'une stratégie. Il faut souligner l'intérêt que représente la première partie du livre, qui porte sur la racine du BRI. En fait, une étude sur le BRI ne peut être véritablement pertinente que dans la mesure où elle tient particulièrement compte de l'évolution contemporaine de la Chine. Et plus généralement, je considère que, pour bien comprendre la situation actuelle et anticiper l'évolution future de la Chine, il faudrait être capable d'analyser la situation de ce pays non seulement horizontalement, c'est-à-dire par rapport à celle des pays les plus performants dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi, et même surtout, verticalement par rapport à son passé sur son parcours réalisé. Au sujet de la renaissance actuelle de la Chine, Claude Al-Bali a ces mots très justes. Elle combine deux mouvements. L'un vise à renouer avec la Chine millénaire porteuse d'une grande civilisation aux inventions capitales pour l'humanité, l'autre s'engage dans ce qui ne parut qu'un processus de rattrapage aux nations industrielles, mais cherche à fonder sa propre voie. Dans cette première partie de son livre, Claude Al-Bali a présenté de façon très intéressante le fait que l'émergence de la Chine se fait sur un malentendu entre les Occidentaux et les Chinois, et que le parcours emprunté par la Chine dans son développement au cours de ces dernières années défie l'idéologie et le paradigme dominant actuellement le monde. Il a par ailleurs fait une lecture plutôt originale du processus de l'émergence de la Chine autour des marqueurs temporels importants, soit 1978, 1992, 2001, 2008 et 2013. Ainsi, on peut comprendre que cette initiative de route et de ceinture vient s'insérer comme un élément de cohérence dans le développement chinois. Voir dans cette initiative la simple résurgence d'une voie commerciale nimbée des parfums et l'Orient mythique, relève d'un tropisme réducteur. La deuxième partie du livre de Claude Al-Bali est entièrement consacrée au BRI, avec une structure de présentation efficace. Tour à tour, il a expliqué les trois instruments essentiels, commerce, finance et forum, que la Chine a habilement exploités pour sa prospection internationale. Il a décrit les routes reliant tous les continents qui s'ordonnent en cercle asiatique, historique et continental dans le cadre de l'ambitieux BRI. Il a aussi analysé les réactions des acteurs concernés en les classant en trois postures, à savoir le partenariat résolu, le recours inattendu et le challenge suspicieux. Le BRI impacte déjà le monde à divers degrés et porte le potentiel de donner à la Chine les moyens d'écrire davantage les règles de l'économie globale. Ce potentiel prendrait une ampleur particulière à l'heure d'une présidence américaine qui fait vaciller les bases de la mondialisation, le libre-échange et le multilatéralisme. Cependant, tel qu'a été décrit par Claude Al-Bali, le défi demeure encore entier pour le BRI.
Une question fondamentale qui se pose est de savoir si la Chine est capable de transformer le BRI en un véritable projet multilatéral gagnant-gagnant. À plusieurs questions fondamentales que les gens posent aujourd'hui à l'endroit de la Chine, le livre de Claude Albali a certes fourni de nombreux éléments de réponse. Mais, l'autre mérite repose surtout dans le fait d'avoir soulevé de nombreuses questions qui alimentent des débats. En ce sens, ce livre constitue un ouvrage de référence majeur aussi bien pour les chercheurs universitaires que pour les acteurs et les décideurs intéressés au BRI, à la Chine ou plus largement, à la problématique du développement. Il peut bien sûr aussi être utilisé comme un important livre de base dans l'enseignement universitaire sur la Chine. En terminant, je voudrais noter que le réveil de la Chine est accompagné de multiples bouleversements ayant des conséquences majeures à l'échelle planétaire. Il est vrai que la Chine, de par sa taille, sa démographie, son histoire et aussi de par sa situation géographique, a toujours su être présente dans le paysage international. Toutefois, victime de bouleversements politiques, sociaux et économiques et de crises majeures, la Chine a vécu au cours des derniers siècles des périodes sombres qui l'ont empêchée de s'établir comme nation réellement influente dans le monde. Depuis que la Chine a entamé le processus de réforme et d'ouverture à la fin de l'année 1978, elle est revenue en force au centre des intérêts. Si jusqu'au début des années 2000, les regards du monde occidental se portaient essentiellement sur la capacité de la Chine à surmonter les innombrables problèmes liés à son développement, depuis quelque temps, notamment depuis la crise mondiale de 2008, on cherche plutôt à mesurer l'ampleur de l'ascension de la Chine afin de mieux en anticiper les conséquences. La Chine devient une grande nation aujourd'hui, si grande que beaucoup la qualifient déjà de superpuissance. Par conséquent, le phénomène de l'émergence de la Chine devra être, plus que jamais, étudié et compris. Cependant, pays à la culture millénaire et aux traditions uniques, la Chine représente un mystère à bien des égards. Par ailleurs, étant un pays en forte mutation, la Chine ne manque aujourd'hui absolument pas de problèmes. Ainsi, les études sur la Chine représentent un défi épistémologique et méthodologique majeur et exigent une approche rigoureuse ainsi qu'une ouverture d'esprit permettant d'éviter des spéculations hasardeuses. À cet égard, l'apport de ce livre de Claude Albali mérite d'être bien souligné. Dr Zhan Su. Professeur titulaire. Directeur de la chaire Stephen A. Jarislowsky en gestion des affaires internationales, Université Laval, Québec, Canada. Introduction. 1453 Constantinople. L'empereur byzantin Constantin XI paléologue préside un concile pour traiter du sexe des anges, mais les Ottomans sont aux portes de Byzance. Elle sera conquise dans quelques mois et l'empire byzantin englouti. 2019, Paris, l'opinion, les médias et l'Académie française débattent d'une question importante, il s'agit du sexe des mots. Pendant ce temps, la Chine, au nom de la route de la soie, conquiert l'agrément de l'Italie puis de la Grèce, après toute l'Europe centrale. Le rapprochement est-il anecdotique ou symptomatique ? Un monde nouveau émerge à la lueur du siècle, mais pour la première fois depuis un demi-millénaire, un pays d'Occident ne conduit pas cet élan. La mondialisation était née avec les ambitions messianiques des nations ibériques, puis s'était approfondie avec le songe tutélaire du couple franco-britannique pour un progrès donnant sens à l'histoire de tous les hommes. Enfin, elle s'était étendue aux fièvres consuméristes d'une Amérique triomphante. Mais depuis, un vent nouveau souffle de l'Est pour calligraphier sur la planète l'empreinte d'un rêve chinois. Soudain, le ciel de la Chine sous lequel s'exerçait la tutelle impériale, enflamme la planète avec l'engagement en quelques années de plus du tiers des nations dans le sillage de la Belt and Road Initiative, lancée seulement en 2013. Après ces convulsions révolutionnaires, l'émergence mondialiste soudaine de cette civilisation aux 5 millénaires d'histoire stupéfait les observateurs. Moult ouvrages, aussi savants que dubitatifs, se répandent sur cette émergence disruptive. Mais après 4 décennies de croissance vertigineuse, enclenchée par les réformes de Deng Xiaoping, 1978, voici qu'une Chine inattendue esquisse une voie singulière. Avec une fébrilité laborieuse, prudente et expérimentale, et nourrie de résultats engrangés, la Chine ambitionne sans tapage mais avec résolution, un retour au centre alors que les États-Unis viennent de faillir à leur régulation avec la crise de 2008. En peu de temps,
la toile modestement déployée révèle un maillage arachnéen qui enfièvre le monde. Gagnant-gagnant, est-il énoncé. Les pays pauvres frustrés de leurs espérances post-indépendance vont s'intéresser à ce modèle inédit doté de moyens considérables. Serait-ce, pour les déshérités de la mondialisation occidentale, le souffle d'une nouvelle espérance? L'histoire hésite encore à offrir à la nouvelle Chine son leadership. L'Amérique froissée sentant sa prééminence contestée se cabre. Serait-ce une dernière version du piège de Thucydide qui s'enclenche? Mais il ne s'agit ni de Sparte, ni d'Athènes, mais de la puissante Amérique et de l'immense Chine. Lors de la relance du tracé millénaire par le président Xi Jinping, qui imaginait ce qui allait se jouer? 1001 routes, voies ferrées et axes maritimes vont irriguer le monde. Et ce sont les Américains et les Européens qui, par leurs gigantesques déficits commerciaux, ont permis l'accumulation d'une cagnotte colossale finançant ces équipements. Pour la première fois, ce n'est plus la témérité d'un petit groupe d'hommes qui se répand à travers le monde et le transforme, comme ce le fut depuis Magellan durant ce demi-millénaire. Ils l'ont fait, commentait Mark Twain, car ils ne savaient pas que c'était impossible. Cette fois-ci, le pays le plus peuplé de la Terre se projette sur le globe et offre en modèle son parcours hétérodoxe. L'aigle américain et le dragon chinois s'observent, mêlant intrication économique et rivalité politique. Au seuil des années 20, si l'Europe manifeste son émoi de façon désordonnée et contrastée, un rebond américain puisé dans l'affirmation d'une America First n'est pas exclu. Rien n'est encore définitivement joué, mais un nouveau monde transparaît. La route de la soie se découvre un biais géostratégique. Les autorités chinoises égrènent leurs objectifs. Un socialisme de marché pour le système, une communauté de moyenne aisance pour la société, un monde de grande harmonie pour la planète. Le rêve chinois a glissé d'une métamorphose du système économique vers une renaissance de sa société, pour envisager d'offrir son ombre tutélaire en harmonie planétaire. L'Occident rechigne à revisiter son modèle qu'il tient pour universel et qu'il légitime par 25 siècles de racines, en invoquant Platon et Aristote. La Chine lui répond avec la force d'une légitimité similaire par référence à Confucius et Mencius, leurs contemporains. Il ne s'agit pas de rattrapage, mais de reprendre rang et les routes de la soie en seront le vecteur. Elle a déjà offert, en une si brève période, d'authentiques réussites. Mais comment cette route réputée avoir été ouverte au IIe siècle avant Jésus-Christ, par ce général chinois Zhang Qian, nommé seulement au XIXe siècle, dit Seidenstrasse, route de la soie, par ce géographe allemand, le baron Ferdinand von Richthofen, devient-elle aujourd'hui l'emblème d'une possible quatrième mondialisation, d'une sino-mondialisation? Ce faramineux projet embrasse la planète entière plus complètement qu'imaginé, plus ramifié que soupçonné. Mais quel sens apportait à cet ambitieux déploiement? Quels sont les ressorts de cet engagement? Ses fondements s'établissent sur la double base d'une dynamique visant à corriger l'histoire, et d'un processus aux enchaînements séquencés. Ce socle établi, la Chine se pose et s'impose. La seconde partie de l'ouvrage dissèque les enjeux stratégiques inhérents à ce déploiement. Pour cela, sont inventoriés les instruments opératoires et étudiée la toile en triple couronne avant que ne soit évaluée la portée et le sens de son impact mondialisé. Première partie, les fondements d'une COHERENCE. La Chine renoue avec un passé où elle s'était imposée par sa puissance, sa culture, sa pensée et ses techniques, mais son histoire est parsemée de périodes d'éclatement récurrents, de désordre apocalyptique et de déclin provisoire. Il ne s'agit pas ici d'en faire l'inventaire, mais d'évoquer ce passé qui plonge à quelque 5000 ans pour montrer ses résurgences d'épanouissement et ses éclosions de prospérité, en empruntant le regard que la Chine porte sur elle-même. Nous sommes assurément les témoins de l'une de ces périodes de renaissance. Elle combine deux mouvements, l'un renoue avec la Chine millénaire, porteuse de quelques inventions fondatrices pour l'humanité, l'autre s'engage dans un rattrapage apparent qui n'a en fait pour objet que de collecter des outils pour fonder une voie singulière. Cette double impulsion de rétablissement et de défrichement anime la profonde mutation de la Chine contemporaine. L'Occident a regardé l'amorce de ce parcours comme un processus susceptible de la faire accéder à son mantra, marché et démocratie, présenté en valeurs universelles et indépassables. L'accomplissement insolent d'une fin de l'histoire, énoncé imprudemment par Francis Fukuyama.
Elle était supposée s'accomplir dans le sillage de l'Occident qui avait mené, en un demi-millénaire, 3 leaderships planétaires successifs. L'Empire hispanique au caractère messianique de Charles Quint, l'Empire britannique victorien campé sur la révolution industrielle, et enfin, l'impérium américain paré de sa quête consumériste insatiable. Or voici que l'émergence chinoise déroge au rattrapage prévu. Pour la première fois de son histoire, la Chine tisse sa toile de puissance, non plus à sa périphérie mais en impliquant le monde. Elle apparaît sous la forme d'une initiative de ceinture et de route, One Belt, One Road, qui s'avère être bien autre chose que des réseaux routiers, des axes ferroviaires et des voies maritimes. Elle ne vise pas à se placer dans le sillage du système, mais à le déborder. Cette ambition est corsetée par une double justification. D'abord rappeler que la civilisation chinoise dispose d'un socle de pensée dont les racines sont aussi lointaines que celles de la Grèce pour les Occidentaux. Son corpus philosophique, initié avec Confucius et Mencius, offre un autre paradigme, liant pouvoir et société sur d'autres équilibres et une autre légitimité. Ensuite, souligner les limites du modèle consumériste dont la diffusion planétaire engendre des déséquilibres sociaux et écologiques suicidaires. Elle veut concourir à sa rectification, n'hésitant pas à se présenter libre-échangiste à Davos, multilatéraliste à l'ONU et écologique à la COP 21. Les nations nanties jaugeaient jusque-là les efforts accomplis et les mutations entreprises par les sociétés émergentes, à l'aune de leurs propres résultats. Ne s'étaient-elles pas campées en préfiguration de l'avenir des nations attardées ? Installées dans leur certitude de précurseurs, elles ne s'envisageaient qu'en modèle de référence. Ainsi, elles scrutaient les avancées de leur périphérie au tamis de leurs critères, évaluant ici les écarts, soulignant ailleurs les manquements. Or, les voici observant avec un étonnement pour le moins dubitatif, ce challenger qui ne se contente plus de s'engager dans le sillon établi, mais esquisse avec de plus en plus d'assurance un nouveau tracé. L'Occident de la seconde décennie du XXIe siècle, englué dans les effets délétères de la crise de 2008 confisquant la croissance attendue, découvre stupéfait que la Chine est en passe de devenir dans les prochaines années non seulement une puissance planétaire dominante, mais encore le promoteur d'une trajectoire inédite. La scène est regardée avec un vif intérêt par les autres pays, aux émergences incertaines. La sidération n'est pas feinte, 5 siècles de prouesses mondialisées ont aveuglé l'Europe et l'Amérique. Le glissement historique de leur domination s'était fait chaque fois, sous des étendards les plus prometteurs. Le duo hispano-lusitanien fut messianique, tandis que le tandem anglo-français portait le message d'un progrès universel, avant que la domination américaine inscrive le bonheur dans sa quête consumériste. La Chine dont on voit s'affirmer les ambitions et les capacités, forge d'autres perspectives sur un postulat d'harmonie. La route de la soie ne se réduit pas aux accès revigorés d'axes commerciaux, mais réticule les relations extérieures en un ensemble cohérent, source de puissance. Nous devons examiner cette mondialisation arachnéenne pour en saisir l'originalité, la dynamique et le sens. Si nous disséquons l'émergence de la Chine en une succession d'étapes et de séquences, on comprend que cette initiative de route et de ceinture s'insère dans une démarche qui dépasse la prouesse technique. Voir dans cette initiative, la simple résurgence d'une voie commerciale nimbée des parfums d'un Orient mythique relève d'un tropisme réducteur qui a brouillé l'analyse. Les Occidentaux ont tiré de leur puissance, leur dynamique d'expansion. La Chine fondera sa puissance sur ce déploiement international. Des étapes feutrées et volontaristes ont préparé cette émergence soudaine, aux perspectives inouïes et inattendues. L'Amérique avait dominé le processus en tâchant de le réguler. La Chine entreprend de l'organiser en jetant sur la planète son emprise réticulaire, avec un séquençage minutieux de son processus de développement. La dynamique. La projection que les Occidentaux appellent communément « la route de la soie » n'est donc pas l'actualisation d'un passé révolu, illustré par une voie commerciale caravanière aux accents antiques. Elle campe sur l'avenir, une réalité plus complexe, et les autorités chinoises, après en avoir brièvement évoqué l'ancrage, négligent cette appellation emblématique trop réductrice au profit d'une initiative de route et ceinture sans limite. Pour reconstituer l'enchaînement de cette ambition, on doit revenir au grand choc constitué par l'intrusion européenne du XIXe siècle. Ces moyens industriels et militaires inédits,
révèlent une infériorité technique chinoise vis-à-vis d'occidentaux jugés simples barbares. Cet écart technologique empêchera toute assimilation et toute sinisation du conquérant étranger comme ce le fut avec les invasions mongoles, XIIIe siècle, ou mandchou, XVIIIe siècle. Ce défi posé à la cour de l'impératrice Cixi est intolérable pour une civilisation qui avait l'habitude que les autres peuples se soumettent à ses valeurs, à sa culture et à son impérium. Incapable de les rejeter, impuissante à les digérer, la société chinoise s'enfonce dans une relative aliénation culturelle et une incontestable subordination économique. Elles viendront nourrir un ressentiment, source d'un nationalisme vigoureux, d'abord en rejetant la monarchie mandchoue coupable d'être allogène et responsabilisée de cette sclérose. La dynastie Qing perd son mandat céleste, mais les désordres qui s'ensuivent engagent une déliquescence générale. La communauté internationale cherche à en tirer parti, avant que l'agression nippone ne tétanise réaction et sursaut. La République populaire qui finit par s'installer en 1949 redonne une cohérence à une nation délitée. Les ivresses révolutionnaires exaltent la Chine pendant près de 3 décennies. Après le décès de Mao Tse-dong, 1976, Deng Xiaoping comprend la nécessité d'assimiler les techniques sans se soucier de leur origine capitaliste. Un courant d'intellectuels comme Feng Yifen avait milité pour préserver les valeurs culturelles chinoises en s'appropriant les moyens de la puissance matérielle de l'Occident. Il s'inscrivait dans le Yangwu ou mouvement des activités à l'occidentale, 1860 à 1890, dont la doctrine préconisait un renforcement technique pour pouvoir défendre la civilisation. Au lendemain du traité de Shimonoseki, 1895, cédant Taïwan aux Japonais, cette ligne de pensée est encore formulée par Zhang Zidong, lettré conservateur, avec cet axiome « Zhongshui Wei Tixishui Wei Yong ». Prendre la culture chinoise pour essence et utiliser le savoir occidental dans la pratique. La modernité Fugo Bingqiang s'impose, mais bouscule cette perception qu'avait la Chine d'elle-même sur la scène internationale, celle d'être l'empire omnipotent sous le ciel Tianxia. Au seuil de ce siècle, histoire et géographie concourront à forger une dynamique redonnant la puissance mentale et effaçant les pages ressenties comme une humiliation. En se redressant avec la modernité, la Chine millénaire retrouve ses marques, esquisse un chemin hors de la trajectoire occidentale, convaincue du sens universel de son histoire et de sa vocation à y faire converger tous les peuples. Cette bifurcation s'inscrira dans sa fulgurante renaissance. L'Occident n'y prête guère attention, lui assignant l'atelier du monde, alors qu'elle vise la cabine de pilotage d'une nouvelle mondialisation. Le passé gage d'un avenir gourmand. C'est à partir du commerce soyeux que se forgea l'appellation Chine. On parlait des soieries du pays de Shi, Shi Huangdi, le premier empereur Han 221 à 207 avant Jésus-Christ. L'Occident résuma la portée de cette voie commerciale à ce fabuleux produit, adoptant au XIXe siècle ce patronyme de route de la soie, repris avec grand succès. L'évocation de ces anciennes routes du négoce sera entreprise en 2013, avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, troisième successeur de Deng Xiaoping. Cette annonce se fait en 2 temps, d'abord par une relance de la route terrestre historique à l'occasion d'une visite au Kazakhstan, puis par une annonce symétrique portant sur les voies maritimes au cours du déplacement suivant en Indonésie. La référence à cette antique route de la soie frappe l'imaginaire des opinions et des médias, rappelant les échanges millénaires entre Orient et Occident. Cette route se décomposait en fait en 3 cheminements. Le premier passait par l'Asie centrale, praticable une partie de l'année pour franchir l'Himalaya, traverser la Bactriane, parvenir à Taxila, aujourd'hui au Pakistan. Le second traversait la Birmanie actuelle, pour parvenir jusqu'en Inde, voie aussi périlleuse avec montagnes, fleuves, jungles et tribus guerrières. Le troisième, axe maritime, date la fin du 1er siècle. Il partait des rivages chinois méridionaux pour contourner la péninsule indo-chinoise, franchir le détroit de Malacca et remonter jusqu'au Gange. Pour ce commerce, les marchands emportaient non seulement la soie, mais aussi des fourrures, du poivre, de la cannelle, des parfums, des produits médicaux, des teintures. Mais du point de vue chinois, c'était d'abord une voie stratégique d'accès à la fourniture de chevaux, essentielle à l'armée. À l'époque des Andes, on trouvait dans le royaume de Kokand, la région de Samarcande, Sogdiane et de Bactre, Bactriane, des chevaux de grande taille qui avaient des sabots beaucoup plus solides. On les appelait les chevaux célestes,
car ils pouvaient parcourir de longues distances sans usures excessives à la différence de ceux à leur disposition, de beaucoup plus petite taille. La conquête du royaume fut donc un objectif stratégique pour acquérir quantité de ces montures, et notamment des juments qu'on installait dans des haras pour les démultiplier. L'accès à ces chevaux était indispensable à la sécurité de l'Empire du Milieu. Le financement en était acquis par le truchement des exportations de soie dont on préserva jalousement et sévèrement le secret de fabrication jusqu'à l'époque moderne. Ces soies précieuses et ces mousselines de coton incroyablement fines et légères parvinrent en Europe, dès la Rome impériale. Car tint la route de la soie eurasienne sous l'apogée des Hanses. Pourtant, après ce bref référencement inaugural, marqué du succès médiatique international escompté, les autorités chinoises n'évoquèrent guère cette soie mythique dans la dénomination de leur projet. One Belt, One Road, OBOR, en constitua la première appellation. Mais l'appellation OBOR semblait une injonction trop tutélaire. Diplomatiquement, on y substitua une mention plus ouverte, Belt and Road Initiative, BRI, mais aussi plus vaste. Car si le cheminement emprunte aux circuits historiques certains tracés, le projet en vint vite à englober des espaces transcontinentaux débordant ces voies millénaires pour couvrir l'ensemble de la planète. Ainsi, la Nouvelle-Zélande comme l'Argentine y seront intégrés aussi légitimement que les pays d'Asie centrale. Bien qu'en Occident, l'usage reste volontiers focalisé sur le référent historique, la nouvelle appellation rend mieux compte du maillage beaucoup plus complexe qui ne cesse de s'étendre et de se ramifier. La portée de cette initiative dépasse très vite la simple réactualisation d'une voie commerciale antique. Elle s'inscrit dans le processus du développement chinois pour répondre à ses besoins économiques. Il s'agit de faciliter des débouchés pour ses produits et de s'assurer de l'accès aux ressources énergétiques et minières insuffisantes sur son territoire. Mais à un second niveau, elle structure sa dynamique internationale, terreau de sa montée en puissance, inversant les processus historiques antérieurs faisant de la puissance le socle de l'expansion mondialisée. Cette dimension planétaire n'est pas proclamée, mais chaque segment sert d'appui à des relations, des positionnements et des stratégies qui seront plus tard à la lumière. Les objectifs sont encore soumis à la discrétion enjointe par Deng Xiaoping, occultés par un gagnant-gagnant plus fédérateur. L'ambition s'insère dans une double vision, leadership convoité et retour au centre, renouant avec le positionnement impérial, l'Empire du Milieu. Mais l'Occident n'en perçoit d'abord qu'un pôle sur ses marges extrêmes orientales. La cartographie de l'un et de l'autre témoigne de ce divorce conceptuel. Chacun se place, quasi rituellement, au centre du planisphère, configurant le monde dans une vision tronquée par son ego et formatant les esprits dès le premier cours de géographie. L'activisme du déploiement chinois contraste avec les préoccupations occidentales focalisées davantage sur la protection. L'Europe reste empêtrée dans ses soucis migratoires anxiogènes, ses élargissements inachevés, négociations engagées avec la Macédoine du Nord, la Serbie, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine et l'Albanie, et un Brexit britannique qui la tétanise. Elle reste étonnamment impassible aux agencements tant américains avec les 12 pays d'Europe centrale que chinois avec les 17+1. Quant aux États-Unis, les taxes douanières sont brandies pour enrayer un déficit sino-américain insupportable qui croît au rythme quotidien du $1,5 milliard. Concurremment, les médias occidentaux accompagnent par un biais très critique l'émergence chinoise en soulignant les aspects les plus négatifs. Contrefaçon, captation technologique, accident écologique, manquement démocratique. L'opinion ne perçoit pas l'émergence d'une Chine qui challenge les puissances établies, s'engage résolument dans les technologies innovantes, s'affirme avec son propre modèle, gagé par 3 décennies d'une invraisemblable croissance. Discrétion exécutoire chinoise, biais géographique, polarisation asymétrique, parti pris médiatique concourent à masquer cette émergence, hier résistible. On attendra 2019 pour découvrir un rival systémique. Lorsque la Chine est analysée, elle est comparée aux pays industrialisés et évaluée aux normes des puissances établies. C'est la logique du rattrapage qui prédomine. L'Occident campe son parcours, depuis la fin du XVIIIe siècle, comme étant la préfiguration de l'avenir de l'ensemble de l'humanité. Ces avancées techniques et ces transformations sociales légitiment une civilisation qui, pour la première fois, donne un sens à l'histoire de tous les hommes et fait sens pour les inscrire dans une même logique. Les pays développés pionniers
indiquèrent leur cheminement pour en tirer des modes d'action qu'il convenait de reproduire pour les rejoindre. Les postulants firent néanmoins constater que le contexte était devenu singulièrement différent, par l'existence même de ces développements aboutis et que le substrat social, historique, culturel de chaque nation amenait nécessairement à des parcours déviants. Mais les pays du Nord posaient leur parcours comme un sésame. Les 5 étapes du développement, de W. Rostow en explicité avec méthode, les diverses phases pour accéder à cette société d'abondance. Tout échec de croissance était expliqué d'abord par des écarts méthodologiques, ou les travers d'utopies irrédentistes qui confortaient les nantis dans leur prééminence avec le caractère exemplaire de leur cheminement. Cela leur conférait une légitimité pour présenter leur modèle comme canevas universel. Son diptyque marché-démocratie sous l'égide du libre choix des individus en était l'aboutissement. Le mode du constat des écarts mesure l'avance occidentale, mais reste sans intérêt pour le ressenti local. La majeure partie de la population chinoise ignore le parcours institutionnel et économique des puissances établies. Elle en reste souvent à des approches succinctes ou des biais idéologiques. Toute comparaison avec l'extérieur est étrangère à sa connaissance. La situation occidentale dont on ne sait pas grand-chose n'a pas force de référence. C'est dans le vécu que comparaison et appréciation prennent sens. L'expérience des années passées est un curseur parlant. Les changements du quotidien, les choix de consommation, la diffusion du bien-être sont évalués à l'aune d'un passé, pas d'une géographie. Le pouvoir chinois appuie sa légitimité sur les succès obtenus qu'atteste la mémoire. L'Occident considère la disparité des lieux en un même temps, tandis que Beijing valorise les écarts entre 2 temps sur un même lieu. L'histoire vecteur d'une énergie renaissante. La Chine affiche 5000 ans d'histoire et des inventions capitales pour l'humanité. Boussole, papier, imprimerie, gouvernail des tombeaux, poudre mais aussi l'horloge, souvent oubliée dans cet inventaire éclectique et pourtant déterminant pour la civilisation industrielle. Mais si son parcours fut une succession de pages glorieuses et de sommets éblouissants, il se fracassait régulièrement avec effondrement dynastique et éclatement territorial jusqu'à l'émergence d'une nouvelle force réunificatrice reprenant le cours de l'histoire. Ce mouvement ondulatoire puissant intégra même les 2 dynasties conquérantes d'origine étrangère, les Yuan mongols et les Qing mandchous, qui inscriront leurs pas dans une continuité culturelle. Aujourd'hui, quand la Chine souligne son retour aux plus hautes marches, c'est à l'âge d'or Shengxi, de la dynastie Tang, 618 à 907, à laquelle elle fait volontiers référence. Sa capitale, Xi'an, affichait un degré de raffinement dont les historiens n'ont pas trouvé d'équivalent dans les grandes civilisations de l'époque. Quant aux autres périodes, elles supportent des travers qui les privent d'exemplarité pour la République populaire. Les dynasties Yuan, 1260 à 1368, et Qing, 1644 à 1912, du fait de leur origine allogène ne peuvent convenir en témoin référence, malgré la gloire que donnèrent les empereurs Kangxi, 1661 à 1722 ou Qianlong, 1711 à 1799, à l'Empire céleste. Quant aux Ming, 1368 à 1614, leur sclérose finale dans le ritualisme, sans avoir perçu la nécessité d'une ouverture scientifique, constitue un passif rédhibitoire. Restent les Song, 972-79, mais leur souveraineté géographique réduite les entrave comme modèle pour une Chine qui se veut l'héritière de tous les territoires où elle exerça sa souveraineté. Ainsi, si la Chine vise le haut du podium, c'est aussi pour revenir au centre. Cette référence de la fin du premier millénaire souligne son inscription dans un temps long. Aujourd'hui, elle occupe une place à part puisqu'elle est la seule à pouvoir s'enticher d'être la permanence d'une civilisation que même la fabuleuse Égypte pharaonique ne peut lui ravir. Au tamis de cette renaissance, la Chine perçoit son histoire sous un quintuple ancrage singulièrement révélateur. Le premier ressort de son passé millénaire dont la flamboyance n'a cessé de renaître, le suivant est marqué par l'expérience avortée de l'incroyable exploration de l'amiral Zheng He au XVe siècle. Le troisième relate ce choc soudain avec cette déstabilisation du XIXe siècle, provoquée par un Occident bardé de puissance technique et militaire. Le quatrième se fonde sur l'unité retrouvée avec l'épopée maoïste, légitimant le pouvoir contemporain. Enfin, le dernier concerne ce gigantesque saut dans lequel Deng Xiaoping a engagé le peuple chinois.
Une civilisation millénaire sans cesse renaissante, la Chine auréolée de la continuité historique de sa civilisation trouve un socle incomparable. Il s'enracine dans le règne titanesque et fondateur de Shi Huangdi, dont le monde entier connaît l'armée de terre cuite excavée de son tombeau. Ce sont ensuite des successions foisonnantes menant aux plus grands éclats avant de s'affadir jusqu'au déclin, la fragmentation et le désordre. Si la France fonde son identité sur une continuité dynastique de 1000 ans, la Chine offre ses cycles de 2 ou 3 siècles où jamais la chute ne conduit à la disparition. On connaît l'aphorisme de Paul Valéry, « Nous autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortels ». Mais pour la Chine, après l'effondrement et le chaos, a toujours surgi jusqu'ici de ses entrailles un bourgeonnement prélude à d'autres prodiges et de nouvelles gloires. Le nom de ces dynasties résonne dans l'histoire comme autant de marques civilisatrices. Han, Tang, Song, Sui, Yuan, Ming, Qing. Avec une telle identité enracinée dans cette culture millénaire, la Chine contemporaine ne se réduit pas à une nation, elle cristallise cette unique nation-civilisation. Elle participa, bien entendu, à cette étonnante effervescence intellectuelle qui s'empara de la planète au 5e siècle avant Jésus-Christ, fondant les postulats de la pensée contemporaine. La Chine y prit sa part avec 2 courants majeurs. Le confucianisme qui irrigue la pensée politique et philosophique depuis 25 siècles, et le taoïsme qui explique le souffle de la vie par cette combinaison des contraires entre le yin et le yang, si particulier à la pensée asiatique. Elle renforça son substrat culturel par son adhésion au bouddhisme, dont la route de la soie a précisément favorisé la pénétration depuis l'Inde. Ce triple système sociopolitique, philosophique et religieux constitue le tripode de la civilisation chinoise. Ainsi, si l'Occident fonde ses principes sur une pensée grecque dont Platon 424 à 347 AV, J.C. et Aristote 384 à 322 AV, J.C. forme la trame, la Chine s'appuie sur Confucius 551 à 479 AV, J.C. et Mencius 380 à 289 AV, J.C. avec la même légitimité fondatrice et la même profondeur historique. L'avortement de l'épopée de Zheng He, au XVe siècle, s'installe la nouvelle dynastie Ming. Elle transfère sa capitale de Nanjing à Beijing pour assurer ses défenses septentrionales au nord, face aux menaces d'invasion des nomades Xiongnu, et elle entreprend la rénovation de la Grande Muraille étendue sur 10 000 li. Le nouvel empereur Yongle construit la cité interdite et fait appel à un fils de prince musulman des marches sud de l'Empire, Yunnan, pour se lancer dans d'incroyables aventures maritimes. Les 7 explorations de Zheng He, 1371 à 1433, menées de 1405 à 1433, le portent à quelques centaines de milles nautiques du futur cap de Bonne-Espérance que les Européens atteindront par l'ouest une 50aine d'années plus tard. Ces expéditions composent des escadres jusqu'à 300 navires et quelques 28 000 hommes. Après avoir inventé tout ce qui fera ultérieurement la force européenne, la maîtrise de la navigation hauturière avec le gouvernail d'étambot et le système de caissons étanches, la boussole, la poudre, le papier et l'imprimerie, les Chinois avaient en main tous les atouts pour dévaler jusqu'en Europe et s'imposer. L'histoire du monde, et singulièrement celle de la Chine, en aurait été bouleversée. Mais les Chinois considéraient tous ces peuples rencontrés comme des diables jaunes, blancs ou noirs, et que seule incarnait la civilisation. La curiosité passée, on jugea ces expéditions lointaines bien coûteuses et de faible intérêt. Tout le potentiel insufflé dans ces expéditions fut éradiqué avec la mort de Zheng He. En 1500, la Chine se refermait, le successeur de Yongle interdisait, sous peine de mort, la mise en chantier de navires de plus de 2 mâts et les archives des expéditions étaient détruites. Le chapitre de la navigation hauturière était clos. Or, peu de temps après l'épopée de Zheng He, avec des techniques similaires, mais seulement 3 ou 4 nefs et tout au plus 2 à 300 aventuriers, les Européens partirent à la conquête du monde. Malgré la mobilisation de ces moyens dérisoires, ils parviendront à dominer le monde. Pourtant, leur regard ne fut pas très différent des considérations chinoises, répartissant les peuples rencontrés qu'entre barbares et sauvages, l'urbanisation les distinguant. Mais à contrario des Chinois, ils eurent la prétention de les convertir à leur image, avec l'audace de le vouloir avec d'insignifiants effectifs. Certes, la Chine brillera encore de tous ses feux, à l'abri de la Grande Muraille la protégeant d'incursions nomades au nord-ouest,
tandis que le Grand Canal assurait la remontée des ressources frumentaires des plaines céréalières vers le nord où le pouvoir et l'armée étaient positionnés. On pouvait se dispenser d'une maîtrise maritime. D'ailleurs, les côtes étaient aux mains de la piraterie japonaise. Mais de ce repli sur soi, il en résultera bientôt un engourdissement où le rite l'emportera sur l'initiative, où la tradition annihilera l'innovation. La Chine prendra un retard technologique important tandis que l'Europe greffait la révolution industrielle. Le surgissement de l'Occident au XIXe siècle sera traumatique. Il contribua à revitaliser le souvenir de Zheng He, comme épopée avec l'éblouissement d'un rêve avorté qui aurait pu changer le destin planétaire. Aujourd'hui, en Chine, cultive sa mémoire en statues, ouvrages, timbres-poste, musées. L'école l'inscrit comme référent mémoriel. Et si l'histoire bégayait, si d'aventure une seconde chance survenait? Le XXIe siècle semble l'offrir et assurément, la Chine se montre vigilante. Le choc de l'Occident au XIXe siècle. Le troisième élément procède du retour des Occidentaux avec leurs nouvelles ambitions commerciales et l'affirmation de leur puissance industrielle. Retour, car des liens avaient été engagés depuis fort longtemps. Au 7e siècle, les Nestoriens avaient apporté une composante du christianisme à la cour des Tang. Plus tard Marco Polo 1255 à 1324, servi Kubilai, héritier de Gengis Khan, fondateur de la dynastie des Yuan et au XVIe, les Jésuites furent à 2 doigts de convertir l'empereur. Tout commence à basculer 2 siècles plus tard, lorsque le souverain britannique George III envoie en 1792, Lord George Macartney demander à l'empereur Qianlong d'acheter les productions anglaises de son industrie naissante. La réponse de Qianlong fut que l'Empire du Milieu n'avait nul besoin des marchandises proposées, et que l'Empire avait des ressources satisfaisantes. Les Anglais en furent étonnés et dérangés. Ils importaient 360 000 tonnes de thé, 30 fois plus qu'un siècle plus tôt, vidant leurs réserves d'argent mais transformant les campagnes chinoises en champs de thé aux dépens du coton. L'addiction britannique à ce breuvage submergeait tout, rendant marginal porcelaine et soieries pourtant recherchées, tandis qu'aucune contrepartie chinoise ne venait compenser ces achats. Les Britanniques en vinrent à penser que l'opium pouvait apporter une solution. L'East India Company fut chargée d'assurer ce commerce depuis les plantations de pavots du Bengale. Le trafic de l'opium, interdit en 1729, était hors la loi, mais il générait un vif intérêt parmi les Chinois. Touchant d'abord les couches les plus aisées, il se répandit abondamment, apportant de substantiels profits aux intermédiaires. Après 1830, le succès est tel que la balance commerciale s'inverse brutalement au profit des Anglais. En 1833, le monopole de l'East India Company sur le commerce de l'opium est aboli et le trafic explose. En 2 ans, la quantité de drogue introduite en Chine passe de 1500 à 2500 tonnes. La situation devient préoccupante pour le pouvoir impérial. Non seulement ce commerce contrevient à ses lois, mais de nombreux consommateurs se recrutent parmi les hauts fonctionnaires. On évalue bientôt la clientèle à plus de 2 millions de fumeurs. L'argent dépensé pour l'achat du thé revient dans la poche britannique. La cour impériale ne sait que faire. Elle songe à légaliser la culture du pavot sur son territoire et à en autoriser la consommation. Elle envisage de taxer lourdement les importations d'opium et de l'assortir d'une obligation d'achat de production chinoise pour les importateurs. Mais finalement, c'est un 3e scénario qui prévaut. On décide d'interdire l'opium et on désigne un haut dignitaire Lin Zexu pour régler le problème à Canton. Il y fait saisir tous les stocks d'opium puis les fait détruire. Ce sont 20 000 caisses d'opium qui sont réduites en cendres. Il écrit ensuite à la reine Victoria pour l'aviser que toute nouvelle importation d'opium l'exposerait, non seulement à sa destruction, mais également à celle du navire avec le reste de son chargement. Les Britanniques réagissent par l'envoi d'une flotte devant Canton, 1840. La première guerre de l'opium commence avec 5 navires de guerre et 21 autres transportant 3000 hommes. Les Chinois sont facilement défaits par l'écart technologique de l'armement, sans pouvoir y suppléer par le nombre de leurs soldats. Le traité de Nanjing, 1842, cède Hong Kong aux Anglais et leur donne la main sur le commerce chinois avec l'ouverture de 5 ports. La Chine doit s'acquitter également d'une énorme indemnité qui représente le tiers de ses recettes budgétaires. Mais les traités sont peu respectés, ce qui conduit à un second conflit, 1856 à 1860, auquel est associée la France. La Chine est défaite une seconde fois,
mais le sac du palais d'été donne un caractère barbare à l'intervention. Le nouveau traité, outre les avantages portuaires, fait passer le contrôle des douanes sous mandat britannique. Les importations d'opium sont légalisées et la Chine va bientôt compter une centaine de millions de consommateurs, près du quart de la population. Alors viennent les Belges, les Russes, les Américains qui réclament l'obtention d'avantages similaires. La Chine désignera l'ensemble de ces accords sous le nom de traités inégaux. La faiblesse impériale était autant due au désavantage de son armement qu'au désordre intérieur qui minait déjà l'empire. La révolte des Taiping dans la vallée du Yangtze fut d'une grande violence, laissant peut-être 30 millions de morts, tandis que les provinces musulmanes s'embrasaient avec les Hui dans les provinces du sud au Yunnan et les Ouïghours dans le Turkestan chinois. Moins d'un demi-siècle plus tard, la révolte des boxeurs s'insurgeant contre les délégations étrangères à Beijing, 1900, fédérait les mêmes pays que ceux de l'actuel G8. L'impératrice Tsui, ne pouvant s'opposer frontalement à la présence étrangère, soutient en sous-main la révolte. Davantage affaiblie, la Chine s'abandonne au désordre révolutionnaire, bousculant la dynastie des Qing avec son ultime représentant Puyi, 1908 à 1912, montant sur le trône, âgé de 3 ans. L'émergence d'une république fragile et chaotique, 1912, ne satisfait pas les espérances de son leader Sun Yat-sen. La Chine gardera de la période un profond ressentiment et une marque d'humiliation. Mais la Chine y trouve son levain pour transformer l'humiliation en moteur de l'ambition. La nouvelle légitimité du pouvoir, 1949. Ce quatrième élément s'inscrit dans une période plus récente, mettant un terme à cette descente aux enfers, faite de guerre civile et d'occupation japonaise. Elle fonde un socle politique qui mobilisera les énergies. De la Chine profonde, émergent de nouvelles forces, mais cette fois-ci ce n'est pas pour fonder une autre dynastie. 2 leaders apparaissent, Mao Tse-dong et Chiang Kai-shek. Ce dernier semble en mesure de l'emporter avant l'invasion japonaise, 1937. Mao Tse-dong est obligé de fuir, mais il transforme sa retraite en une épopée fondatrice. Sa longue marche sème par la redistribution des terres les bases d'une grande espérance rurale. En adoptant la doctrine du communisme, il structure sa lutte contre les forces mercantilistes qui ont anéanti l'empire. 3 lignes vont sceller sa réussite. 1. La question sociale en faisant du monde rural, faute de prolétariat industriel, le levain d'une révolution portée par la perspective d'une redistribution agraire. 2. La question nationale, pour mettre un terme à l'éclatement territorial régi par des potentats tant rivaux que belliqueux, et achever l'unification en mettant un terme aux guerres sino-japonaises et civiles. 3. La question du pouvoir, en faisant du Parti communisme la colonne vertébrale des apostrophes. Un État centralisateur, mobilisateur et omnipotent. Le renversement des forces et la victoire contre Chiang Kai-shek ouvrent les portes de Beijing et 1949 scelle la création de la République populaire de Chine. L'assurance d'un socle économique. Après les dérives de la révolution culturelle et la mort de Mao Tse-dong, Deng Xiaoping, 1978, vise à remettre la Chine à son rang historique. Pour cela, il lui assigne l'assimilation des techniques et des savoirs de l'Occident sans pour autant renoncer à préserver l'identité et la doctrine. Pour la nouvelle direction du Parti communiste chinois, il s'agit de tourner la page maoïste comme une première phase et de promouvoir les 4 modernisations, agriculture, industrie, technologie et défense, afin d'accéder au stade final du socialisme. Pour y parvenir, la méthode retenue est radicale. Autoriser les mécanismes de marché et ouvrir l'économie sur l'extérieur. La priorité est désormais de sortir la Chine de l'ornière du sous-développement en actualisant le Fuguo Bingqiang, un État riche et une armée puissante, inscrit déjà dans les chroniques des royaumes combattants, 5e-3e siècle avant Jésus-Christ. C'est avec encore le monde rural que prend naissance cette seconde étape à caractère économique. Les premières mesures portent sur les circuits agricoles qui sont libéralisés. L'accroissement immédiat des conditions de vie paysanne et la remise en fonction des échanges ville-campagne redonnent espoir et perspective. La Chine endosse l'économie de marché, la propriété privée et les investissements étrangers. Mais pour assurer une transition adéquate et adopter ce nouveau paradigme, elle va procéder par expérimentation et inoculation successives. L'économie chinoise devient un laboratoire à ciel ouvert aussi inattendu qu'incroyable. La révolte étudiante de 1989 souligne les impatiences et le bouillonnement,
mais elle rend les réformes plus contestables dans les arcanes du pouvoir. Finalement, après tergiversation et résistance, la ligne de Deng Xiaoping l'emporte, sa tournée en 1992 dans le sud du pays scelle la reprise des réformes. Son successeur, Jiang Zemin, 1993 à 2003, poursuit cette orientation et ajoute l'entrepreneuriat dans les textes constitutionnels. Il fait même entrer les hommes d'affaires dans le parti, au nom de la théorie des trois représentativités. La Chine affiche et consolide une croissance annuelle moyenne de 10% durant 3 décennies, 1978 à 2008, qui entraîne le cinquième de la population mondiale. Ce succès est sans précédent. Jamais un pays n'a connu une période de croissance aussi forte, aussi longtemps pour autant d'hommes. Cela donne des assises pour une stratégie globale. En 1980, la Chine représentait 1/100 de la production mondiale. 30 ans plus tard, elle en assurait plus du 10e et en 2020 le 5e. Ainsi, le passé gorgé de magnificence assure la permanence, l'épopée maritime précoce, mais avortée, souligne des potentiels historiques, le choc d'une faiblesse révélée par l'avidité étrangère tétanise les énergies, l'adversité des luttes civiles et des guerres étrangères forge une nouvelle souveraineté, les résultats économiques légitiment la continuité du pouvoir. Ils sont le socle d'un renouveau sidérant. La Chine se propulse vers le premier rang. Cette résurgence analysée avec quelques condescendance initiale, stupéfait bientôt le monde qui découvre ébahi, après la crise mondiale de 2008, qu'elle est devenue un acteur incontournable, renouant avec la densité de son passé et se projetant dans l'avenir en stratège. Le Fukiang, riche et fort, va constituer la substance du rêve chinois pour un déploiement planétaire alors que l'Amérique se fait plus isolationniste et l'Europe plus circonspecte. Le retournement d'un biais cartographique. Si la perception chinoise de l'histoire offre un séquencement assez singulier, l'approche géographique ne l'est pas moins. L'Europe au cœur du monde, les Européens du XIXe siècle se sont présentés en porteurs de la pointe avancée du progrès, justifiant leur conquête par l'irrédentisme de leur savoir. En diffusant la science à tous les peuples de la terre, on transformait le sauvage ou le barbare en civilisé, et on plaçait pour la première fois toute l'humanité dans une même histoire inclusive. Les pays les plus avancés devenaient la préfiguration. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.